Bienvenue dans ce nouveau numéro de Station Europe. Ça ne vous a pas échappé, les prix du gaz et de l'électricité sont en train de flamber. Que fait l'Europe? Pas grand-chose dans l'immédiat, mais une des grandes idées est de financer une politique d'isolation des bâtiments à grande échelle, et ça vaut bien sûr pour Bruxelles. On en parle avec Anna Hubert, spécialiste des questions énergétiques, et avec Marc Bottenga, député européen et membre du PTB. Voici Station Europe. On se retrouve sur le plateau du Parlement européen à Bruxelles et d'abord je vous présente Anna Hubert. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste des questions énergétiques et on aura bien besoin de vos lumières sans jeu de mots. Vous êtes journaliste basé à Bruxelles pour le média Contexte. C'est quoi Contexte? Alors Contexte, c'est un média en ligne qui se veut expert des politiques publiques à la fois françaises et européennes. Donc on a une partie de la rédaction qui est basée à Paris, puis une autre qui est basée à Bruxelles. On est une dizaine à Bruxelles. On se répartit les grands thèmes de politique publique. Ça peut être agriculture, numérique, et puis pour moi, vous l'avez dit, donc énergie et climat. Donc il y a du boulot en ce moment. Alors précisément, cette flambée des prix sur l'électricité, sur le gaz, elle est due à quoi? Est-ce que c'est facile à expliquer ou pas? Alors facile à expliquer, je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a plusieurs causes, il y a plusieurs raisons qui complexifient un petit peu cette affaire et qui fait que chacun prend un petit peu celle qui l'intéresse. Il y a des facteurs sur lesquels on ne peut pas grand-chose, météorologiques par exemple, un hiver 2020-2021 qui a été assez froid, donc avec une forte demande d'énergie, un été peu venteux, donc où les éoliennes ont pu moins tourner. À côté de ça, effectivement, contexte très conjoncturel de la relance après le Covid, ou en tout cas, on y est toujours dans ce Covid, mais en tout cas, après cette première phase de vaccination qui a permis de relancer les économies. Donc il y a une reprise qui a été assez forte. Reprise et donc c'est la question de l'offre et de la demande. Exactement, quand il y a une demande assez forte. Qui tire la demande d'énergie pour faire tourner tout ça à la hausse, et donc les prix. Et puis ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est la hausse du prix du gaz en particulier, qui a un impact aussi sur le prix de l'électricité. Mais la hausse du prix du gaz, elle est liée par exemple à la hausse du prix sur le marché du carbone européen. Le prix du carbone est autour de 60 € la tonne, qui a doublé en très très peu de temps. Et puis aussi à ce que font les Russes. Alors normalement, vous savez que le gaz russe, c'est 50% de nos importations de gaz en Europe. Et là, les Russes ont décidé, certes, d'honorer leur contrat à long terme, mais sur le court terme, de pas forcément, de jouer un petit peu de leur pouvoir, de pas forcément donner autant de gaz, ouvrir autant les tuyaux que l'aurait souhaité l'Europe. Alors, que fait l'Europe? On a l'impression qu'elle tâtonne un petit peu. Elle ne sait pas très bien quoi faire. C'est vrai que, comme souvent dans les pays européens, quand on a un problème, un nœud qu'on a envie de dénouer, on refile la patate chaude à Bruxelles. Et là, c'est ce qui s'est passé. Le 14 octobre dernier, la Commission européenne a été sommée de proposer une boîte à outils de solutions. Et puis, cette boîte à outils, elle a fait pas mal de déçus, c'est vrai, parce que les solutions n'étaient pas révolutionnaires. C'était beaucoup de solutions de court terme. En fait, la Commission a repioché ce qui existait dans les traités pour dire aux États membres, voilà ce qui s'offre à vous, vous pouvez baisser la TVA. Laisse faire les États. Oui, c'est ça, elle leur précise ce que leur permet de faire les traités européens, c'est-à-dire baisser la TVA, pas complètement, pas des taux zéro, éventuellement aider sur une période de temps très rétrécie avec des chèques énergie comme l'a fait la France, les citoyens. Voilà. Donc elle a listé les actions comme ça. C'est ce qu'elle a proposé mi-octobre. Et puis là, en décembre, on a eu un gros paquet de révision de la législation sur le gaz, législation européenne sur le gaz. Et la Commission en a profité pour proposer des solutions un petit peu plus ambitieuse, en tout cas moyen terme, moins court terme. Par exemple, proposer des stocks de gaz, de gérer les stocks de gaz au niveau européen, proposer des achats communs de gaz aux États membres qui seraient volontaires pour unir leur force dans ces achats face à la Russie, face à des géants. Est-ce que cette crise énergétique est aussi grave que la crise du pétrole il y a 50 ans? Et est-ce que ça va durer? Alors, les avis divergent. On peut pas encore savoir que cette crise combien de temps elle va durer. Pour le moment, on parle plutôt d'une fin de crise au printemps 2022, donc une crise quand même
peu longue comparée avec celle de 73. En 73, je crois que les prix d'énergie avaient été multipliés par 300% en 10 ans. Là, on est plutôt sur du 30% en 10 ans. Donc, sur l'ampleur, c'est moindre. On verra ce que ça donne sur la durée. Puis, il faut savoir qu'en 73, on était aussi beaucoup plus dépendant de certaines sources d'énergie, je pense au pétrole, qu'on ne l'est maintenant, où on a beaucoup plus de centrales nucléaires, on y reviendra, d'énergie renouvelable beaucoup plus développée. Donc on est moins dépendant d'une seule source. Alors, on va recevoir maintenant Marc Bottenga. Il est député européen dans le groupe Radical et membre du PTB, le Parti du Travail en Belgique. Marc Bottenga, merci de nous rejoindre. Vous connaissez Anna Hubert, que vous pouvez saluer, mais de loin. Et précisément cette flambée des prix sur l'électricité, sur le gaz, ça touche d'abord les bas revenus en Europe, en Belgique en particulier. Bien sûr, je pense qu'on l'a tous vu. Il y a beaucoup de gens, que ce soit à Bruxelles ou ailleurs, qui le voient sur la facture, qui augmente. À la fin de l'année, on peut arriver à des centaines d'euros de plus, qui fait vraiment la différence pour beaucoup de familles à Bruxelles, dans d'autres villes en Belgique. Et c'est le résultat, je crains, quand même d'une politique européenne qui a été celle de libéraliser ces marchés. Donc vous savez, depuis les années 90, en fait, l'Union européenne, la Commission européenne est venue avec des propositions en disant « Ah, on va ouvrir tout ce secteur-là qui est un secteur public. L'énergie était publique, c'était dans les mains des entreprises publiques, des États, etc. On va ouvrir ça à la concurrence, au secteur privé. On va laisser les prix plus ou moins libres, on va laisser la concurrence jouer. Et ça va vous garantir des prix bas et une bonne énergie. Et on voit aujourd'hui que les gens ne s'en sortent plus et qu'il y a clairement une contradiction entre cette logique du marché et du profit et la logique du bien commun que devrait être l'énergie. Ça, c'est le communiste qui parle. Non, pas du tout. Je pense que c'est quelqu'un qui regarde sur une perspective de 30 ans. Oui, je ne vais pas plus loin qu'il y a 30 ans. Il y a 30 ans, donc les années 90, c'est des directives européennes qui viennent. On va libéraliser le marché de l'électricité, le marché du gaz quelques années après. Et on voit aujourd'hui l'impact. L'impact, c'est quoi? C'est qu'on est dans les mains, grosso modo, d'une part, une partie de spéculation et d'autre part, quelques grandes entreprises privées, quelques multinationales. En Belgique, Engie Electrabel, et on le voit bien, que ce soit dans le nucléaire ou le gaz, comme le fait... Il y a à chaque fois Engie Electrabel qui encaisse, qui prend le profit, et c'est à chaque fois les gens qui payent. Donc on n'a plus de contrôle sur les prix, on n'a plus vraiment de contrôle sur la production, oui, et c'est les gens qui payent. Et donc ça, c'est une question de dire, voilà, il y a des secteurs, et on le voit avec l'énergie, c'est quand même un droit fondamental de pouvoir chauffer sa maison, c'est quand même un droit fondamental d'avoir accès à l'électricité. On n'est plus au Moyen-Âge, les gens y ont droit. Et alors, est-ce que ça peut être oui ou non un service public? Ça, c'est la question fondamentale, et ma réponse, elle est oui. Anna Hubert, d'accord avec cette analyse ou Marc Bottenga fait de l'idéologie? Non, c'est vrai qu'on parlait de la Belgique, mais effectivement, le problème de la pauvreté énergétique, ça touche 8% des citoyens européens. Donc voilà, c'est énorme. Des millions de personnes. Et effectivement, le pari de la Commission, c'était, comme elle a fait sur d'autres secteurs, pour les télécoms par exemple, de se dire qu'avec la concurrence, on va baisser les prix. Et ça s'est vu dans certains secteurs, c'est ce qui s'est passé. Dans le secteur énergétique, c'est peut-être un petit peu moins vrai. Et puis maintenant, de toute façon, c'est très compliqué pour la Commission de revenir en arrière. On sait que c'est sur cette logique de libéralisation que s'est construite l'Union européenne. Et alors, vous l'avez dit, la France octroie aux revenus les plus bas des chèques énergie. En Belgique aussi, il y a des tarifs sociaux que le gouvernement d'Alexander De Croo a décidé d'octroyer. C'est peanuts pour vous ou vous applaudissez quand même? Non, vous savez, il y a une mesure que le gouvernement belge pourrait et devrait prendre, et d'ailleurs c'est une mesure qui a été prise par d'autres gouvernements en Europe, c'est celle de baisser la TVA. Vous savez qu'en Belgique, la TVA aujourd'hui, l'électricité aujourd'hui, a le même taux de TVA que le champagne ou le caviar, 21%. Donc c'est considéré apparemment par notre gouvernement comme un bien de luxe. Avant les élections, les partis, notamment les partis de gauche qui aujourd'hui sont au pouvoir, disent « Ah oui, il faut abaisser ça, on va abaisser ça, etc. » Nous, avec le PTB, on est très clair. Aujourd'hui, c'est une mesure d'urgence. Baissons la facture de l'énergie des gens directement, parce que le gouvernement peut le faire. Même la Commission européenne, qui n'est pas un modèle de politique sociale, a dit que le gouvernement belge pouvait le faire. Vous y êtes favorable. Et pourquoi d'autres partis de gauche, comme le Parti socialiste en Belgique, y est opposé? Vous voyez, il faudrait le demander au Parti socialiste. Mais moi, je constate que ce que le Parti socialiste propose et défend avant les élections, après les élections, tout d'un coup, ils oublient ou c'est trop compliqué ou c'est pas une bonne idée, vous savez ça. Mais moi, c'est vrai que c'est une mesure qui ne sera pas ciblée, qui ne touchera pas
exclusivement les gens qui en ont vraiment besoin. C'est un peu Vous ça savez, l'argument. aujourd'hui, je pense qu'il faut arrêter avec l'idée que c'est seulement les ménages les plus pauvres qui ont peur de leur facture énergétique. C'est quelque chose qui frappe très largement la société. Et l'excuse de dire oui, mais il y a aussi ça ne tient plus la route, je veux dire. Les classes moyennes, ce qu'on appelle les classes moyennes. Mais très largement, quand vous discutez avec les gens, c'est un souci important pour beaucoup de personnes. Et moi, je ne comprends sincèrement pas, face à une urgence qui est claire, une flambée des prix, que le gouvernement belge, qui peut prendre une mesure dans le cadre européen, qui n'est pas une mesure révolutionnaire, rien du tout, se refuse à faire ça. Et je trouve ça aussi une tromperie vis-à-vis de ses électeurs. On dit quelque chose avant les élections, après les élections, on oublie, on n'est plus d'accord. Baisser la TVA, c'est un débat qui traverse toute l'Europe. Oui, complètement. L'Italie, l'Espagne ont fait ce choix. La France, on l'a dit, a fait le choix plutôt d'un chèque ciblé vers certains ménages. La Commission a dit que c'était possible, sans forcément l'encourager pleinement. Le taux zéro, lui, n'est pas possible. D'après la Commission européenne, elle l'a bien rappelé. Maintenant, effectivement, ça dépend un peu de l'analyse qu'on fait de cette crise. Si on pense qu'elle est très conjoncturelle, peut-être qu'une mesure un peu plus irréversible, en tout cas, pas totalement, mais plus irréversible qu'un chèque très ponctuel comme une baisse de TVA peut faire peur à certains gouvernements ou en tout cas peut paraître moins justifié si l'analyse qu'on fait, et encore une fois comme les causes sont multiples, on peut faire ensuite l'analyse que l'on veut ou presque de la situation. Si l'analyse est que voilà, la crise ne va pas durer, peut-être qu'une mesure plus conjoncturelle suffit pour certains gouvernements. Alors on en parlait avec Anna Hubert, que fait l'Europe aujourd'hui? C'est vrai qu'on a l'impression qu'elle tâtonne un petit peu, elle ne parvient pas à trouver un consensus pour prendre des mesures en commun à 27. Mais aujourd'hui, et je trouve que ça c'est positif, au sein de l'Union européenne, il y a pour la première fois depuis des années un vrai débat sur le marché de l'énergie. Donc il y a entre les pays européens avec différentes sensibilités, il y a un vrai débat sur qu'est-ce qui ne marche pas dans ce marché de l'énergie. C'est la France surtout qui réclame. Il y a la France, il y a l'Espagne qui est venue avec une proposition, donc il y a différents pays. Et je trouve que c'est positif, parce que ça montre que même au niveau de l'establishment, au niveau des gouvernements, il y a maintenant plus ou moins un aveu que quelque chose ne tourne pas rond. Donc ça, je trouve que c'est extrêmement positif. Après, c'est effectivement à nous de mener le combat pour dire, voilà, pour nous, l'énergie est un droit fondamental et la politique énergétique doit être au service de ça et pas au service de la compétitivité, des profits, etc., de certaines multinationales, que ce soit après françaises, allemandes ou autres. Donc ça, c'est vraiment le débat et le combat qui se joue maintenant. Mais ça veut dire quoi, Anna Hubert, réformer le marché de l'énergie et comment ça peut faire baisser les factures? Justement, le principe, alors porté par la France, par l'Espagne, et d'ailleurs, pour revenir là-dessus, je pense que malheureusement, l'idée derrière, l'idée qu'ont ces pays n'est pas l'idée de, enfin en tout cas malheureusement pour le projet européen, l'idée n'est pas de renforcer, d'avoir justement un projet commun de marché de l'énergie, mais plutôt de faire fructifier leurs petits avantages nationaux. Par exemple, la France voudrait que le prix de l'énergie s'aligne davantage sur le coût de production national de l'énergie, donc en France assez bas grâce à l'énergie nucléaire et d'autres sources, elle est très peu dépendante du gaz. Et donc pour ça, elle voudrait effectivement revoir le fonctionnement des marchés de l'électricité qui, en fait, s'aligne, le coût marginal s'aligne sur le prix de la dernière centrale appelée sur le marché. Donc quand toutes les centrales, les éoliennes, toute l'énergie renouvelable, le nucléaire a été appelé, reste la centrale à charbon quand la demande est très forte. Et là, le prix est très élevé puisqu'il faut rémunérer ces centrales de manière... il faut leur donner des primes parce qu'elles ne fonctionnent que très peu de temps par an. Donc le prix est très fort et tout le prix de l'électricité va s'aligner sur ce dernier kilowattheure, le prix de ce dernier kilowattheure produit. C'est ça notamment que la France, l'Espagne et d'autres critiquent, mais qui va être très difficile à réformer parce que là, par exemple, on n'a pas de consensus franco-allemand du tout sur ce point et on a les classiques, les pays les plus libéraux, les plus pro-marché, on va dire, Allemagne, mais aussi Pays-Bas, tout cela Luxembourg vont pas du tout être intéressés par cette réforme, sachant que le marché de l'électricité a été révisé de fond en comble, ou presque très récemment, en 2018-2019, on a bouclé le Clean Energy Package, comme on appelle ça dans le jargon, donc c'est très récent, il faudrait détricoter ce qui vient d'être fait. Alors, la France insiste beaucoup sur la souveraineté énergétique, l'indépendance énergétique de l'Europe, essayer de ne pas être dépendant du gaz russe notamment. Et la France a une petite idée derrière la tête, c'est favoriser le nucléaire avec une
une grande bataille que Emmanuel Macron vient de remporter. Hein. Il vient d'obtenir de la Commission européenne qu'elle reconnaisse que le nucléaire est une énergie durable, une énergie verte. C'est une vraie victoire pour Emmanuel Macron. Ça. Oui, alors on parlait tout à l'heure du lien avec 73 et la crise énergétique. Dans les années 70, déjà, la crise des prix avait servi l'argument du nucléaire et avait permis de booster cette énergie au prix bas, en tout cas même si les investissements de départ sont élevés. Et là, on voit qu'effectivement, Emmanuel Macron, la France et d'autres, à l'est de l'Europe, la Hongrie, la République tchèque, vont se servir de cet argument, se sont servis de cet argument d'une énergie qui, une fois investissement fait dans la centrale, est relativement peu cher à produire au quotidien, voilà, pour booster, redorer l'image du nucléaire. Et puis, effectivement, leur effort a été couronné très récemment, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. La Commission avait promis, avant la fin de l'année, de donner voilà, son avis, de qualifier ou non de vert le gaz fossile, le gaz naturel et le nucléaire. Elle l'a fait 2 heures avant minuit en envoyant aux États membres sa proposition, qui doit encore être discutée. Et effectivement, que salue Emmanuel Macron et la France, qui étaient les premiers pour pousser effectivement la qualification vert des investissements qui seront faits dans le nucléaire. Marc Botenga, bonne idée, ça pourrait être plus souverain, plus indépendant, d'axer toute sa politique énergétique sur le nucléaire? Non, je ne pense pas du tout. Que ce soit le nucléaire, d'ailleurs on connaît les problèmes avec le nucléaire en Belgique, on sait que l'Allemagne a fait sa sortie du nucléaire. La Commission européenne, elle vient finalement aujourd'hui pour répondre un peu à 2 lobbies. Le lobby du nucléaire, très fort en France, avec la multinationale française aussi qui est en Belgique, avec Engie Electrabel nucléaire. Et d'autre part, le lobby du gaz. Donc même le gaz polluant, fossile, sera maintenant utilisé dans la transition énergétique. Et là, on est sur quelque chose de... Jusqu'en 2030, mais quand même au moins jusqu'en 2030, parce que je vois qu'aujourd'hui, on est quand même avec des projets européens qui financent le gaz fossile, donc avec des dizaines de milliards. D'ailleurs, la Commission européenne vient avec ces projets. Et on est quelque part dans une absurdité. Donc nous savons en fait que l'on devrait investir massivement dans le renouvelable, qu'on devrait avoir des investissements massifs dans l'hydrogène vert, dans toute une série d'énergies et ensuite de porteurs. Et on sait que tout euro, tout sou que nous mettons dans le gaz fossile, dans le nucléaire, il n'ira pas ailleurs. Il n'ira pas dans ces énergies renouvelables. Et c'est ça ce que je regrette. La Commission, finalement, elle cède à ce lobby-là plutôt que de dire, avec une politique publique, d'investissement public ambitieux dans le renouvelable et dans l'hydrogène vert et d'autres infrastructures, on va tout focaliser dessus et on va foncer là-dessus. Et ça, je regrette vraiment. On voit que le gaz, c'est vraiment la chose la plus absurde. D'ailleurs, la commissaire, elle était venue chez nous en commission parlementaire dire « oui, plus jamais, je vous promets, etc. » Ah oui, jusqu'en 2030, et puis on verra, etc. Donc non, ce n'est pas une bonne idée. C'est le contraire. Il faut une rupture aujourd'hui avec cette logique. On finance quelques projets verts. Les multinationales peuvent soumettre des projets verts, mais en même temps continuer dans le pétrole, dans le gaz fossile. Non, il faudrait dire, voilà, aujourd'hui, on a besoin de vraiment faire cette révolution climatique et sociale, et on va tout viser là-dessus. Et ça, malheureusement, je vois qu'elle cède face à des lobbies. Il faut voir d'ailleurs, une centrale nucléaire, ça prend des années à construire aussi. On ne sait toujours pas ce qu'on fait avec les déchets, etc. Donc... Cette crise énergétique, est-ce que c'est pas une chance, quelque part? Ça nous pousse à moins consommer et donc à moins émettre des émissions de CO2? Mais je pense que nous devons, au niveau des différentes entreprises, par exemple, parce qu'il y a beaucoup d'émissions des grandes entreprises, et on le sait à chaque fois, on le voit que c'est eux qui sont responsables pour une bonne partie de la pollution au niveau européen, et ça vaut aussi pour les plus riches, qui polluent beaucoup plus que les ménages modestes. Donc à ce niveau-là, il faut vraiment des normes contraignantes, mais il faut travailler sur la production, il faut travailler sur... Comment est-ce qu'on produit différemment? Comment est-ce qu'on se chauffe différemment? Et là, encore une fois, je me répète, mais des grands investissements publics de chauffage urbain, par exemple, comme on en a au Danemark, en Allemagne, etc. On a quelques exemples. Si on dit on met vraiment le paquet là-dessus, on fait vraiment pour que ça ne soit pas, encore une fois, aux gens, parce que c'est ça le problème un peu avec l'isolation à la mode européenne, c'est que ça risque d'être répercuté sur les petits locataires ou les tout petits propriétaires, etc. Et donc, si on disait non, on prend ça en main, et on dit oui, nous avons besoin d'isolation, nous avons besoin de produire différemment, nous avons besoin d'émettre moins. Et on va mettre des normes contraignantes pour cette révolution climatique. Ça aurait un impact tout à fait différent qu'aujourd'hui dire aux gens, de toute manière, vous n'avez qu'à pas chauffer votre maison parce que de toute manière, vous ne savez plus le payer.
veux dire, ça, c'est quand même extrêmement cynique. Et c'est deux logiques, encore une fois, qui se confrontent. Mais l'Union européenne a comme objectif d'isoler 35 millions d'habitations d'ici 2030. Ça, c'est une bonne idée. La question, c'est de savoir qui va payer, effectivement. Évidemment. La question, c'est, les objectifs européens, il faut toujours être prudent, hein, parce que l'Union européenne a cette habitude d'annoncer des grands objectifs et de ne pas les réaliser. Moi, je me rappelle les objectifs de lutte contre la pauvreté, où l'Union européenne n'est pas arrivée à la moitié de ce qu'elle avait annoncé. Donc, voilà, je suis toujours un peu prudent quand elle vient avec des grandes annonces, parce qu'il faut voir après l'effet. Deuxièmement, vous posez la question comme elle doit être posée, c'est qui va payer ? Et c'est là où on n'a pas du tout une garantie que ce coût-là de l'isolation, de toute l'adaptation, disons, du logement qui doit être fait au niveau européen, donc dans les différents pays, ne va pas être répercuté sur les ménages qui vont devoir payer plus cher leur loyer, etc. Donc on n'a aucune garantie à ce niveau-là. Et finalement, je veux quand même dire, nous avons besoin, en Belgique, mais aussi dans d'autres pays, de nouveaux logements. Donc un investissement dans le logement social. Nous voyons dans différents pays, l'Autriche a une expérience là-dedans, mais il y a d'autres pays, un besoin d'une poussée, notamment en Belgique. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui attendent un logement social, qui sont en liste d'attente. Je veux dire, donc il faut massivement investir là-dessus. Et qu'est-ce que l'Europe risque de faire encore d'ici 1 an ou 2 ? De dire, mais il faut limiter les dépenses publiques. Hein. Il ne faut pas trop dépenser. Vous voyez l'austérité. Et si ça revient, en fait, ça va être contre-productif. Anna Hubert, isoler 35 millions de maisons d'ici 2030, c'est vrai que c'est bien pour faire baisser les factures de chauffage et en même temps les émissions de CO2, mais même question, qui va payer ? Oui, effectivement, alors c'est 15%, ça correspond pas un chiffre sorti nulle part, de 15% je crois des bâtiments les moins performants dans chaque État membre, et ça équivaut à doubler le taux de rénovation annuel qui était autour de 1%. C'est vrai que le citoyen lambda, il ne va pas pouvoir financer la rénovation de son habitation. Voilà, alors d'abord la priorité elle est mise sur les bâtiments publics, mais effectivement vous avez raison, les bâtiments privés n'y échapperont pas. Il y a une petite marge de temps supplémentaire, mais ils n'y échapperont pas. Donc la Commission le sait. Elle y oppose deux arguments. D'abord, elle propose deux solutions. D'abord son fonds social climatique, donc c'était présenté avec le train de mesures sur le climat. Donc c'est un fonds qui sera alimenté s'il se crée par l'extension du marché du carbone au transport et au bâtiment. Donc un coût du CO2 émis par les voitures sur la route et puis par le chauffage des bâtiments. Ce prix-là, ce coût-là, les recettes de ce système-là pourraient alimenter un fonds, ce que propose en tout cas la Commission, qui serait ensuite reversé alors pas directement aux ménages, mais qui devrait servir à effectivement toute une sorte une liste de mesures pour aider les plus vulnérables à se chauffer et à rouler propre. Voilà, donc ça c'est la première solution. Et la deuxième solution, c'est le fameux plan de relance, les 750 milliards d'euros que l'UE va en partie, on le sait, emprunter sur les marchés européens, grande nouveauté, les marchés de capitaux mondiaux. Grande nouveauté. Et donc là, apparemment, la Commission estimerait déjà plus de 60 milliards d'euros la part qui serait allouée aux rénovations, aux bâtiments. Donc on peut espérer qu'effectivement, il y a un effort de fait qui ne pèse pas uniquement sur les ménages. Ouais. Marc Bottenga, à Bruxelles, il y a des primes qui vont être octroyées à partir de cette année aux propriétaires, aux petits propriétaires pour rénover leur maison. Ça, c'est une bonne chose quand même. Je pense qu'il faut, à Bruxelles, il y a toute la problématique du logement social avec les promesses du gouvernement bruxellois de dire combien est-ce qu'on va investir et puis on voit les résultats qui sont toujours très loin. D'ailleurs, il suffit de sortir de ce bâtiment pour regarder un peu la réalité sur le terrain à Bruxelles pour voir que ça ne suffit nullement. Et je veux un peu prendre cette logique-là et la tirer par rapport au niveau européen, l'élargir vers le niveau européen. La Commission européenne vient souvent avec effectivement des fonds sociaux pour aider un peu. En fait, c'est quoi ? C'est des fonds qui doivent limiter un peu les dégâts des politiques qui reviennent à faire payer finalement les gens, les travailleurs, etc. Et donc il y a eu le fonds pour une transition climatique juste, hein, c'était le premier fonds. Et je me rappelle quand on faisait ici au Parlement européen l'échange avec la Commission européenne nous dit « ça sera 100 milliards à disposition, ne vous inquiétez pas, 100 milliards, c'est quand même énorme ». À la fin, je pense qu'on en est à quoi 17 milliards et demi, voilà. Donc, un cinquième de ce qu'elle avait promis. Donc on est sur une situation
où effectivement il y a à chaque fois quelque part un pansement qui est offert, mais on se demande toujours est-ce que c'est quelque chose d'effectivement efficace ou c'est juste un peu de rhétorique, de relations publiques, propagande, tout ça pour faire passer la pilule. Marc Botenga, à côté de vous, 2 enveloppes avec une bonne question et une mauvaise question. Vous prenez laquelle? Moi je prends la question qui est en rouge. En rouge. Vous voyez, ça ne m'étonne pas trop. Voilà, c'est ça. Mais écrit mauvaise, mais pour moi le rouge c'est bon. Vous la lisez à haute voix et sans crainte. Voyons. Avez-vous une voiture électrique? Ben non, je n'ai pas de voiture électrique. Je n'ai même pas de voiture du tout, figurez-vous. Donc je me déplace uniquement en transport en commun, transport public. Même pas un petit vélo électrique? J'ai un vélo. Pas un vélo électrique, mais j'ai un vélo. Donc je pédale tout seul, ce qui d'ailleurs à Bruxelles, comme vous le savez, je suis bruxellois. À Bruxelles, c'est pas trop mal aussi pour le côté avec les petites collines qu'il y a. Voilà, ça met un peu le côté sportif. Donc non, j'ai pas de voiture électrique. Par contre, je suis très inquiet par rapport au passage à la voiture électrique. Pourquoi? Parce que je pense que ça va être... C'est des voitures qui en général coûtent un peu plus apparemment aussi dans l'entretien. Et on va pousser tout le monde à, d'ici quelques années, acheter cette voiture électrique. Et je suis inquiet pour 2 raisons. Parce que les voitures à moteur thermique vont être interdites en Europe à partir de 2035. Exactement. C'est pas encore fait, la date n'est pas encore sûre, c'est en égo. Voilà, c'est ça. Disons que d'ici 10-15 ans, on verra. Et moi, je suis inquiet par rapport d'abord à l'impact social de cette mesure, mais aussi parce que, en fait, ça montre zéro vision par rapport à notre avenir de mobilité. Vous voyez, plutôt que de dire, voilà, nous devons repenser nos façons de nous déplacer, nous voulons une mobilité autre, avec moins d'embouteillages, par exemple, plus de transports en commun, de qualité, que les gens puissent se déplacer comme ils le veulent, quand ils le veulent, etc. Ben, il y a tout simplement, on va changer la voiture traditionnelle, diesel, essence aujourd'hui, par une voiture électrique, et pour le reste, on ne va rien changer. Et donc ça me déçoit. Donc la voiture électrique, je ne pense pas que ça soit la solution aux problèmes climatiques dont nous avons besoin et aux problèmes surtout de mobilité dont nous souffrons tous à Bruxelles comme ailleurs. Merci Anna Hubert, merci Marc Botenga de vous être arrêté à Station Europe. Merci à Pascal Simard d'avoir réalisé cette émission avec toute l'équipe ici au Parlement européen. Et on se retrouve non pas dans un mois mais dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Station Europe.